Ce soir du 26 décembre 99, l'Europe s'apprête à basculer dans le nouveau millénaire. Les préparatifs de fête vont bon train, les familles se retrouvent, et personne ne se doute qu'au-dessus de l'Atlantique, quelque chose d'invisible est en train de se former. 2 systèmes météorologiques distincts, 2 tempêtes qui dans quelques heures vont fusionner pour créer l'un des phénomènes les plus dévastateurs de l'histoire européenne moderne. Leurs noms, Lothar et Martin. Et ce qu'elles vont laisser derrière elles va marquer à jamais les mémoires. Nous sommes le 24 décembre 99, à Météo France, au cœur de Toulouse, les prévisionnistes scrutent leurs écrans avec une certaine perplexité. Devant eux, les données satellites montrent quelque chose d'inhabituel. Au-dessus de l'Atlantique Nord, une dépression commence à se creuser. Rien d'exceptionnel en soi pour cette période de l'année, mais ce qui interpelle, c'est la vitesse à laquelle elle s'intensifie. Jean-Pierre Besson, prévisionniste de service ce jour-là, il a 28 ans d'expérience derrière lui et a vu passer des centaines de tempêtes. Mais quelque chose dans ses relevés le met mal à l'aise. La pression atmosphérique chute anormalement vite. En fait, on parle d'une baisse de 35 hectopascales en seulement 24 heures. Pour se donner un ordre d'idée, une tempête classique perd environ 15 à 20 hectopascales sur la même période. Il consulte ses collègues. Certains sont plus optimistes. Après tout, le système semble devoir passer au nord de la France, épargnant peu, être l'Hexagone. D'autres partagent son inquiétude. Mais il y a un problème, et un problème de taille. Les modèles météorologiques de l'époque ne sont pas encore assez performants pour prédire avec précision la trajectoire de ces dépressions explosives. Pendant ce temps, dans les foyers français, les familles préparent Noël. À Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, personne ne se doute de rien. Les bulletins météo évoquent bien des vents forts pour les prochains jours, mais rien d'alarmant. En tout cas, rien qui justifierait d'annuler les festivités. Ce que les météorologues ignorent encore, c'est qu'une deuxième dépression est en train de se former juste derrière la première. 2 tempêtes coup sur coup, un scénario cauchemardesque qui ne se produit qu'une fois par siècle. Le 26 décembre 99, 6 heures du matin. La première tempête, baptisée Lothar, touche les côtes bretonnes. En quelques minutes, les vents atteignent 150 km/h, puis 170, puis 180. Des rafales qui dépassent tout ce qui a été enregistré depuis des décennies. À Brest, les premières tuiles s'envolent. Les arbres centenaires qui bordent les rues commencent à ployer dangereusement. Certains se déracinent dans un craquement sourd, s'abattant sur les voitures garées en contrebas, sur les maisons, sur les lignes électriques. Marie Carvela, 42 ans, habite une petite maison à la périphérie de Quimper. Ce matin-là, elle est réveillée par un bruit terrifiant. On aurait dit un train de marchandises qui passait au-dessus de la maison, racontera-t-elle plus tard. Elle descend au rez-de-chaussée avec ses 2 enfants, paniqués. Dehors, c'est l'apocalypse. Les volets arrachés claquent contre les murs, les poubelles volent dans les airs comme des feuilles mortes. Et soudain, un arbre s'écrase sur le toit de leur voisin. À 8 heures, Lothar atteint la région parisienne. La capitale se réveille dans le chaos. Les transports en commun sont paralysés. Des milliers d'arbres jonchent les rues. À Versailles, dans le parc du château, un véritable massacre végétal est en cours. Des chênes vieux, de 300 ans, des arbres plantés sous Louis XIV, s'effondrent les uns après les autres. Au total, 10 000 arbres seront perdus ce jour-là, dans ce seul parc, mais le pire reste à venir. À 9h30, Lothar traverse l'est de la France avec une violence inouïe. En Alsace, les vents atteignent 200 km/h. C'est à ce moment-là que se produit le premier drame humain de la journée. À Wissembourg, un automobiliste tente de rejoindre sa famille malgré les alertes. Sur la route départementale, un arbre s'abat sur son véhicule. Il n'aura aucune chance, c'est la première victime de Lothar, il y en aura 92 autres avant la fin de la journée. Pendant ce temps, les services d'urgence sont débordés, les pompiers enchaînent les interventions sans répit, toits arrachés, personnes piégées dans leur voiture, blessées par des débris volants, les lignes téléphoniques sont saturées. Dans certaines régions, elles sont tout simplement coupées. À 11h, Lothar quitte le territoire français pour s'abattre sur l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Elle laisse derrière elle un pays dévasté. Mais
ce que personne ne sait encore, c'est qu'une deuxième tempête, tout aussi puissante, suit la même trajectoire. Le 27 décembre, 24 heures seulement après Lothar, l'Europe panse à peine ses plaies quand les météorologues détectent l'arrivée imminente de Martin. Cette fois, les autorités sont en alerte maximale. Les leçons de la veille ont été apprises dans la douleur. Des bulletins d'alerte sont diffusés à la radio, à la télévision. On demande aux populations de rester chez elles, de ne surtout pas sortir, de s'éloigner des fenêtres. Mais pour beaucoup, il est déjà trop tard pour se préparer. Les maisons sont déjà endommagées par Lothar. Les toitures fragilisées, les arbres affaiblis, tout ce qui a tenu la veille risque de céder cette fois. Martin touche la côte atlantique dans la nuit du 27 au 28 décembre. Cette fois, c'est le sud-ouest de la France qui prend de plein fouet la tempête. Bordeaux, Toulouse, Pau, toute la région est balayée par des vents qui atteignent parfois 180 km/h. À Mont-de-Marsan, un homme de 77 ans décide malgré tout de sortir pour vérifier l'état de sa grange. C'est une erreur fatale. Une tôle arrachée le frappe en pleine tête. Il décède sur le coup. À Dax, une femme meurt écrasée par la chute d'un mur. À Agen, c'est un arbre qui s'abat sur une voiture, tuant son conducteur. En Espagne, la situation est tout aussi dramatique. La Catalogne et le Pays Basque sont ravagés. À Barcelone, le toit du stade olympique est partiellement arraché. Des grues de chantier s'effondrent. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Pendant ce temps, en France, des millions de personnes se retrouvent sans électricité. Les réseaux EDF sont littéralement hors service. Des pylônes haute tension se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Dans certaines zones rurales, il faudra attendre plus de 2 semaines avant que le courant ne soit rétabli. Le 28 décembre au matin, quand Martin s'éloigne enfin vers l'est, l'Europe découvre l'ampleur du désastre. Les chiffres qui tombent sont vertigineux. Au total, Lothar et Martin ont fait 140 morts à travers l'Europe, 92 rien qu'en France. Des victimes écrasées par des arbres, des débris, des murs effondrés. Des automobilistes pris au piège. Des personnes âgées décédées de crise cardiaque sous le choc. Mais les chiffres humains ne sont qu'une partie du tableau. Les dégâts matériels sont tout simplement colossaux. En France, on estime les pertes à 15 milliards d'euros, soit l'équivalent d'environ 20 milliards d'euros actuels. Les forêts françaises ont été ravagées comme jamais. 270 millions de mètres cubes de bois couchés au sol. Pour se donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 4 années de production forestière normale. Dans les Vosges, en Lorraine, en Franche-Comté, des pans entiers de forêts ont été littéralement rasés. Des zones qui ressemblent désormais à des champs de bataille. Et puis il y a les symboles. À Paris, le parc de Versailles défiguré. Au jardin du Luxembourg, des arbres centenaires arrachés. À la Baule, la Pinède mythique décimée. Des lieux que des générations de Français avaient connus intacts, soudain méconnaissables. Les infrastructures aussi ont terriblement souffert. Plus de 3 400 000 foyers privés d'électricité au plus fort de la crise. Des milliers de kilomètres de lignes téléphoniques coupées. Des routes impraticables bloquées par les arbres tombés. Des toits arrachés par milliers. Des bâtiments publics, écoles, gymnases, mairies endommagés. Dans les jours qui suivent, une question revient sans cesse dans les médias, dans les conversations, dans les débats politiques. Aurait-on pu mieux anticiper? Aurait-on pu éviter certaines morts? La polémique éclate rapidement. Météo France est pointé du doigt. Pourquoi n'avoir pas lancé d'alerte rouge plus tôt? Pourquoi avoir sous-estimé l'intensité de Lothar? Les prévisionnistes se défendent, ils expliquent que les modèles de l'époque n'étaient pas assez précis pour prédire ce type de phénomène explosif, que la tempête s'est intensifiée beaucoup plus vite que prévu, que même les meilleurs météorologues européens ont été pris de court. Mais pour les familles des victimes, ces explications ne suffisent pas. Certaines portent plainte. Elles estiment qu'une meilleure communication aurait pu sauver des vies, que si les alertes avaient été plus claires, plus alarmantes, certains n'auraient pas pris la route ce matin-là. En fait, cette double tempête va changer radicalement la façon dont la France gère les alertes météorologiques. Quelques mois après le drame, Météo France met en place un nouveau système, la vigilance météorologique, à 4 niveaux, du vert au rouge. Un système que nous connaissons tous aujourd'hui, mais en 99 il n'existait pas encore. Et puis il y a une autre question, plus dérangeante encore, ces tempêtes sont-elles liées au réchauffement climatique? À l'époque, la question fait débat.
certains scientifiques établissent un lien. Ils expliquent que l'augmentation de la température des océans favorise la formation de dépressions explosives. D'autres sont plus prudents. Ils rappellent que des tempêtes d'ampleur similaire ont déjà frappé l'Europe par le passé, bien avant l'ère industrielle. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, le consensus scientifique est plus clair. Si on ne peut pas attribuer Lothar et Martin directement au changement climatique, on sait que ce type d'événement extrême risque de devenir plus fréquent dans les décennies à venir. Une perspective inquiétante. Dans les semaines qui suivent, la France se reconstruit. Lentement, péniblement, des milliers de bénévoles se mobilisent. Des convois de camions d'EDF viennent de toute l'Europe pour aider à rétablir le courant. Des armées de bûcherons s'attaquent au titanesque travail de déblaiement des forêts. Mais certaines cicatrices mettront des décennies à se refermer. Les forêts replantées aujourd'hui n'ont pas encore retrouvé leur majesté d'avant. À Versailles, malgré les efforts colossaux de restauration, le parc ne ressemble plus tout à fait à ce qu'il était. Et puis, il y a les témoins, ceux qui ont vécu ces heures terrifiantes. 25 ans après, beaucoup gardent un souvenir traumatisant de ces journées, le bruit assourdissant du vent, la peur de voir leur maison s'effondrer, l'angoisse de ne pas pouvoir joindre leurs proches pendant des jours. Certains racontent qu'aujourd'hui encore, quand les vents se lèvent un peu trop fort, l'angoisse revient. Que certains bruits, certaines ambiances les ramènent instantanément à ce 26 décembre 99. Au final, Lothar et Martin resteront dans l'histoire comme les tempêtes du siècle. Un double coup qui a rappelé à l'Europe tout entière que face à la nature déchaînée, notre modernité, nos technologies, nos infrastructures peuvent s'effondrer en quelques heures. Aujourd'hui, en 2025, de nouvelles tempêtes frappent régulièrement l'Europe, Tiaran, Eunice, Franklin, des noms qui rappellent à chaque fois le souvenir de Lothar et Martin. Mais grâce aux leçons tirées de 99, les systèmes d'alerte sont plus performants, les prévisions plus précises, les populations mieux informées. Pour autant, le risque zéro n'existe pas. Et dans un contexte de changement climatique accéléré, personne ne peut garantir qu'une tempête de l'ampleur de Lothar ou Martin ne se reproduira pas. Peut être même plus violente encore. Ce qui est certain, c'est que cette fin d'année 99, alors que le monde s'apprêtait à célébrer le passage au nouveau millénaire, restera gravé dans les mémoires comme l'un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire météorologique européenne moderne. Merci d'avoir regardé ce documentaire jusqu'au bout. Si vous ne savez pas quoi regarder ensuite, je vous propose cette vidéo dans laquelle on parle d'un autre phénomène météorologique extrême qui a marqué l'histoire. À très bientôt.